Bon, ça fait un sacré bout de temps que je vous parle des Mo Brothers sans jamais être rentré plus que ça dans les détails. Pour rappel, c'était une équipe de tournage indonésienne principalement composée de deux réalisateurs, Timo Tjahjanto et Kim Istanbul. Si vous me suivez depuis longtemps, ces noms ne doivent pas vous être inconnus. Ensemble, ils ont réalisé quelques films intéressants, dont Macabre en 2009 et surtout le très impressionnant Killers en 2014, sorte de thriller brutal au relent horrifique. Car oui, Timo et Kimo sont pour moi d'authentiques maîtres de l'horreur, ou du moins de futurs maîtres, comme je vous le disais dans la vidéo du même nom. Séparés depuis maintenant quelques années pour chacun suivre leur propre route, ils ont continué à nous proposer des œuvres bien sombres. Timo Tjahjanto surtout est passé à la vitesse supérieure. Très proche de Gareth Evans alias Monsieur de Red, il nous donne par exemple le meilleur segment des 3 anthologies VHS avec le sketch de la secte, juste incroyable, puis le génial film d'horreur May the Devil Take You, qui était dans mon top de l'année 2018. Quant à Kim Istanbul, son nom résonne moins pour le moment avec l'intéressant mais néanmoins inabouti Dreadout en 2019. Mais comme il est plutôt productif, fin de la même année, il nous propose une véritable petite bombe horrifique, un certain The Queen of Black Magic, ou Ratu Ilmu Hitam en version originale. Et aujourd'hui, c'est ce film que j'ai choisi de vous présenter et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Durant les années 80, la société de production indonésienne Rapi Film fut à l'origine de pas mal de films d'exploitation populaires et parmi eux, certains films d'horreur. En 81, elle produit par exemple The Queen of Black Magic réalisé par Lilik Sugio. Le film fut un succès national qui accumula les nominations aux festivals locaux et fit même un petit tour du monde, dont il revint avec l'étiquette de métrage réussi. Il nous présentait une histoire de sorcière désormais culte en Indonésie. On y suivait Murni, une jeune femme poussée par la jalousie à utiliser la magie noire contre la femme de celui qui a joué avec ses sentiments. Une fois démasquée par celui-ci, elle fut punie par les villageois et laissée pour morte. Ramassée par un étrange personnage, spécialiste de la sorcellerie, il lui enseignera tous ses secrets et la poussera à se venger. Elle passera donc tout le métrage à faire payer aux villageois leur dureté à son égard à grand renfort de maléfices impressionnants. Insectes tueurs, têtes volantes, sables mouvants, etc. Des sortilèges aussi ingénieux que gore qui permettent à l'équipe du film de montrer tout son talent en matière d'effets spéciaux et de créativité. L'intrigue parle donc de vengeance, de jalousie, mais aussi d'injustice et comme souvent, la figure de la sorcière ici représentée par Murni, jouée par l'immense star du cinéma horrifique indonésien Sudzana, surnommée la reine de l'horreur là-bas, excusez du peu, représente également les injustices faites aux femmes. Forcément, on parle d'une femme trompée par un homme, qui l'a manipulée pour profiter d'elle et de son corps avant de tenter de lui ôter la vie sans aucune forme de procès pour sorcellerie. Mais ensuite, son statut de sorcière lui permet de prendre sa revanche sur tous ces hommes qui jusqu'ici la considéraient uniquement comme un bout de viande. Elle fait donc office d'anti-héros, tour à tour victime, antagoniste et héroïne du même métrage, qui se concentre vraiment sur elle. Enfin bref, il y a pas mal de séquences cool qui ne sont pas sans rappeler la folie des films hongkongais des années 80-90 et même certains catégorie 3, même si The Queen of Black Magic reste globalement assez gentillet malgré quelques soubresauts. Par contre, le rythme du métrage est assez mal géré. Trop de longueur sépare les scènes fortes les unes des autres et il a également plutôt mal vieilli. Un montage dépassé ponctué de cuts et d'ellipses étranges, pas loin de rendre l'ambiance plus drôle qu'angoissante. Mais je ne vais pas plus m'étendre sur ce film, et si vous êtes vif d'esprit, vous aurez peut-être remarqué qu'il porte le même nom que celui dont je vous ai parlé en introduction, pour la simple et bonne raison que The Queen of Black Magic est en fait un remake, ou une relecture pour citer Istanbul lui-même. Depuis quelques années, Rapi Films a décidé de ressortir certains de ses classiques horrifiques du placard pour nous les remettre au goût du jour. Après Satan's Slave en 2017, c'est donc The Queen of Black Magic qui ressort fin 2019. Et pour le coup, ils ont mis le paquet. Non seulement c'est Kim Istanbul, l'un des Mo Brothers qui est choisi pour le réaliser, mais en plus, pour le scénario, c'est un autre poids lourd local qui est désigné, Joko Anwar, la plume du multiprimé Modus Anomaly, et de, Satan's Slave. Coïncidence ? Tout de suite, ces deux noms attisent la curiosité du public, et pas que. Même au niveau des comédiens, ça a joué. La distribution est un savant mélange entre professionnels expérimentés et jeunes acteurs, mais la plupart d'entre eux étaient relativement novices en matière de cinéma d'horreur. L'idée de travailler avec Istanbul et Anwar en a motivé plus d'un à rejoindre le projet, ce qui prouve qu'en Indonésie, leur statut est tout autre qu'à l'international. Leur talent n'est déjà plus vraiment un secret chez eux. Reste plus qu'à l'exporter dans le reste du monde, et voyons voir si ce film est capable
d'une telle prouesse. Nouveau film, nouvelle histoire. Nous suivons un père de famille qui retourne avec sa femme et ses 3 enfants à l'orphelinat où il a grandi et où le directeur est sur son lit de mort. D'autres anciens camarades reviendront également pour l'occasion avec leurs épouses respectives et ils y retrouveront 2 anciens pensionnaires restés sur place pour aider le directeur à gérer l'établissement, ainsi que 2 nouveaux jeunes orphelins. Malheureusement, très vite, des événements étranges surviendront et ceux-ci sembleront avoir un lien avec leur passé de pensionnaire et notamment Madame Mira, dont ils avaient provoqué la mort lors d'une sombre nuit dans des circonstances encore mystérieuses. Pas la peine d'en dire forcément plus pour pouvoir analyser un petit peu ce métrage et de pouvoir vous dire pourquoi exactement il est intéressant. Et tout d'abord, on peut commencer par le comparer à son aîné et d'en tirer quelques observations. Ici, contrairement au film de 81, on ne suit pas le personnage de la sorcière, mais celui des victimes de son courroux. Cela change radicalement le ton du film, beaucoup moins léger, beaucoup plus effrayant. Déjà, on ne connaît pas l'identité de la dite sorcière. Est-ce Madame Mira, revenue d'entre les morts? Est-ce l'une des 2 filles encore sur place dans l'orphelinat qui aurait tenté de piéger les anciens pensionnaires? Est-ce une inconnue? L'une des épouses arrivées sur place pour l'occasion? Plus le film avance, plus il distribue des indices, et c'est donc l'un des enjeux du film que de découvrir son identité, là où cela ne faisait aucun doute de la première minute lors du métrage originel. On part donc sur un objectif complètement différent de la part des 2 œuvres. Rendre l'identité de l'antagoniste aussi mystérieuse permet aussi de la rendre plus angoissante. En suivant l'intrigue du point de vue des victimes, on subit les agissements de la sorcière, là où on l'accompagnait et la soutenait presque, connaissant ses motivations dans le premier film. Bah oui, si ici on ne connaît pas l'identité de la méchante, on connaît encore moins son mobile. Celui-ci ne sera révélé que dans le dernier tiers du film. C'est finalement une structure similaire à celle d'un film policier. Tout au long du métrage seront semés des indices que le spectateur pourra tenter de relever au même titre que les personnages. Si cette sorcière est plus effrayante ici, c'est donc parce qu'elle est présentée en véritable antagoniste, ce qui n'était pas le cas dans le film originel où elle était définitivement le protagoniste principal. Le film ne se positionne plus du tout de son côté, mais de celui de ceux qu'elle agresse, et on nous les présente définitivement comme des victimes, alors que dans celui de 81, on parle quand même de bourreaux sans pitié devenue la cible de la vengeance de notre sorcière. Encore une fois, un parti pris complètement différent, et si, à la fin, on se rend compte qu'on a affaire à un personnage similaire en termes de motivation, le ton et le positionnement différents des 2 métrages en font des antagonistes radicalement opposés. La comparaison entre les 2 œuvres nous prouve qu'en fonction du traitement qu'on en fait, un même personnage peut se transformer complètement, comme dans la réalité finalement. Si on avait suivi le point de vue des victimes dans le premier film, on aurait plus facilement été de leur côté, tandis qu'en accompagnant plus la sorcière dans celui de 2019, on l'aurait probablement mieux comprise et soutenue. Tout ça pour dire, tout n'est qu'une question de point de vue. Un autre point intéressant est donc l'identité du personnage principal. Si ce n'est pas la sorcière, qui est-ce? Eh bien, il n'est pas évident de répondre à cette question. Si au départ du film on pourrait croire qu'il s'agit du père de famille ou de l'un de ses enfants, en fait, on se rend vite compte que ça ne sera pas forcément le cas. Son originalité est qu'il n'a pas réellement de véritable personnage principal, beaucoup de protagonistes se trouvant sur un pied d'égalité en termes d'importance. On les suit tous les uns après les autres et le fait que très peu d'entre eux meurent dans les 2 premiers tiers du film, malgré les épreuves qu'ils subissent tous de leur côté, empêche d'en ressortir vraiment un du lot. Finalement, s'il fallait vraiment en choisir un, ce serait celui de Nadia, la mère de famille qui prend tout de même une importance relevante dans la séquence finale, ce qui n'était pas forcément évident avant cela. Mais si cette idée a des avantages, elle a aussi des inconvénients. La plupart des personnages sont assez pauvres en caractère et se réduisent à des stéréotypes ou des personnalités très basiques. Nous avons par exemple la fille obsédée par sa ligne et son poids, celle qui est terrifiée par les bactéries au point de se balader partout avec un masque et des gants, celle qui ne jure que par ses abonnés Instagram, etc. Un petit peu dommage donc. Enfin, le cadre de l'intrigue est bien sûr radicalement différent. Exit le petit village de campagne, on met en avant cet orphelinat complètement isolé au milieu de la forêt. Cela ne change pas grand-chose aux premiers abords, les histoires et traitements des 2 sorcières paraissent assez similaires. Toutes 2 membres d'une communauté relativement restreinte, elles finissent par être rejetées par leurs camarades, même si les raisons diffèrent et que j'ai trouvé l'intrigue de ce nouveau métrage plus solide et un petit peu plus profonde qu'une simple histoire de jalousie amoureuse. La véritable différence se situe dans la nature du lieu dans lequel se tient notre histoire, un orphelinat, un endroit qui suscite autant la tristesse que la fascination du point de vue d'un film d'horreur. Tous ces enfants qui ont perdu leurs parents d'une façon ou d'une autre et qui mènent une existence pas facile suscitent bien entendu beaucoup d'émotions et donc d'implication de la part du spectateur. Mais ça fait de ce pensionnat un endroit bien particulier, déjà parce qu'il est coupé du monde, mais aussi puisqu'il est différent du cadre qu'a connu le spectateur lambda. Ici, pas de maman, de papa, et les règles en communauté sont bien sûr complètement différentes. Leurs liens finissent par devenir ceux de frères et sœurs, sans l'être réellement, et ces détails ont forcément un impact sur la psyché des personnages. Puis surtout, on apprendra donc très rapidement qu'il se passait des choses très étranges dans cet orphelinat, ce qui renforcera cette impression d'endroit isolé, reculé, et aussi cette impression de malchance. Certains de ces pensionnaires ne possédaient déjà pas grand-chose, et ils ont en plus dû subir pas mal d'épreuves. Et non, effectivement, ce n'est pas forcément un film très joyeux,
je l'admets. Le film se veut également beaucoup plus horrifique et effrayant que son prédécesseur, et la maîtrise de Stamboul dans le domaine de l'angoisse n'en est que plus remarquable. Visuellement déjà, cette nouvelle version de The Queen of Black Magic peut se vanter d'avoir quelques séquences très marquantes. Insectes qui entrent et sortent par la bouche, les narines ou les orbites de leurs victimes, expulsant un œil ou deux au passage, personnages qui se mutilent, abusés par des hallucinations, adolescents qui se fait agrafer les lèvres, etc. Certains passages sont assez gore et le film n'hésite pas à malmener autant ses protagonistes adultes que les jeunes enfants. Le spectateur se rend vite compte qu'aucune immunité ne sera accordée et la peur peut donc s'installer. Et pour y arriver, bien sûr, il fallait une bonne maîtrise sonore, ce qui est le cas. Les fondus enchaînés entre les différents types de musique font facilement passer d'une émotion à une autre, et la peur et le suspense surviennent souvent très rapidement au détour d'une scène qui avait commencé de façon anodine. Rapidement, on se retrouve sur nos gardes devant le métrage, d'autant qu'il enchaîne des séquences horrifiques sans laisser de répit au spectateur, qu'il malmène avec un rythme infernal jusqu'à la toute fin. Quelques artifices seront utilisés pour aider la peur à s'instaurer, et on notera la présence de quelques rares jumpscares moins efficaces que la gestion de la lumière convaincante, et surtout que ses idées visuelles impressionnantes. À cause de certaines de ces fameuses idées et de la violence de quelques-unes de ces séquences, le film se rapproche plutôt du ton de catégorie 3 horrifique des années 90, ces films hongkongais interdits aux moins de 18 ans. On y retrouve une ambiance folle assez similaire par moment, et c'est un véritable plaisir pour les amateurs de cinéma asiatique. Mélange de CGI et d'effets pratiques, les effets spéciaux sont assez convaincants et participent évidemment grandement au malaise provoqué par le film. Pour Stamboul, il était important d'utiliser la technologie et la 3D, qui permettent de ne laisser aucune limite à son imagination en tant que réalisateur, et aller donc plus loin dans ce qu'il propose. Mais également les effets spéciaux pratiques qui, eux, permettent un certain réalisme. Pour finir, la peur est aussi provoquée par la prestation assez convaincante des comédiens, ce qui s'explique simplement. Les acteurs étaient vraiment effrayés sur le plateau. Ils ont vraiment tourné dans un bâtiment isolé au milieu d'une forêt dans la région de Cirebon, je ne sais pas comment ça se dit, et encore une fois, la plupart d'entre eux étaient assez inexpérimentés dans le domaine de l'horreur. Leur angoisse est donc parfois assez réelle, d'autant que Stamboul et Anwar aiment jouer sur le réalisme, ayant questionné de véritables médiums ou spécialistes du surnaturel pour leurs films. Plus enclins à croire aux fantômes ou à la sorcellerie que chez nous, les comédiens indonésiens n'étaient pas toujours très à l'aise, et ça se communique donc avec brio aux spectateurs à plusieurs moments. Est-ce que tout va bien, madame? Enfin, qui dit sorcière dit figure mythologique particulière. Et ces derniers temps, j'ai l'impression de ne parler que de sorcières sur ma chaîne YouTube. On peut peut-être en déduire que c'est un thème qui revient à la mode ces dernières années. À nouveau, la figure de la sorcière est avant tout un symbole féminin fort. Ici, la source de sa colère est encore une fois le traitement infligé au personnage féminin dans cet orphelinat, traitement qui sera révélé au fur et à mesure du film. La sorcière est à la base, comme dans le film originel, une victime qui a réussi à se relever pour reprendre son destin en main. Elle représente aussi ces femmes qui décident de s'écarter des codes que la société, ici indonésienne, souhaite décider pour elles. Le cliché de la mère au foyer au service de son mari qui élève les enfants est ici mis de côté et laisse place à la liberté totale de choisir son destin, de devenir puissante même. Et en devenant une puissante sorcière, une reine de la magie noire pour reprendre les mots du film lui-même, elle se transcende et a enfin les moyens d'agir comme elle le souhaite, d'en quelque sorte choisir son destin. C'est ce qui l'oppose à Nadia, celle qui se rapproche le plus du personnage principal, qui a eu plus de chance et qui a pu faire ses propres choix dès le début, mais qui est finalement relativement banale dans ses aspirations et modes de vie. Nous avons donc en opposition une antagoniste blessée par la vie et manipulée par les hommes, et qui décide d'ailleurs de s'en venger avec violence dans le but de protéger ses camarades, et une jeune femme heureuse qui va se retrouver sur son chemin pour protéger les membres de sa famille et surtout ses enfants. Mais notre antagoniste prendra un malin plaisir à torturer autant les hommes que les femmes, sans distinction aucune, et sa cruauté ôte pour ainsi dire tout message féministe. Ce n'est pas l'objectif du métrage. C'est juste intéressant de se rendre compte que la figure de la sorcière sera toujours ou presque celle d'une femme forte qui se bat autant contre un système que contre les personnages du film, et ce même quand le dit film ne décide pas d'en faire un propos particulièrement profond ou maîtrisé. C'est comme si cette figure était tellement indépendante qu'elle délivrait toujours son message d'elle-même, et ce peu importe l'intention de l'auteur. Mais bon, j'en ai déjà beaucoup dit, et il est désormais temps de conclure. The Queen of Black Magic fut une excellente surprise pour moi. Il dispose d'un rythme excellent, avec son intro qui prend le temps de poser le contexte et de présenter ses multiples personnages sans jamais devenir ennuyeuse, au contraire, elle suscite même notre intérêt, et cette horreur qui, une fois survenue, ne lâchera plus le spectateur. On enchaîne les séquences horrifiques fortes sans éviter certains clichés, mais qui, amplifiés par la violence visuelle et leur maîtrise esthétique, passent sans problème et arrivent à générer du suspense, voire même de l'angoisse. La bonne utilisation des décors, de la lumière et du son va dans ce sens, on assiste à un véritable film d'horreur, dont l'objectif est de nous faire
faire un tour en train fantôme tout en nous livrant notre dose de mystère avec l'identité secrète de notre antagoniste, qui n'apparaît à visage découvert que très tard. Comme souvent, cela nous donne une méchante créée par les agissements humains qui ont provoqué sa colère et donc leur propre douleur. Le véritable mal n'est pas le diable ou un démon ou un quelconque esprit maléfique, mais bien un être humain qui a été obligé de se transformer après les terribles épreuves qu'il a subies. Tous ces détails nous permettent de nous attacher autant au protagoniste qu'à l'antagoniste et nous évitent donc un manichéisme souvent dépassé et peu intéressant et provoque une implication émotionnelle intéressante chez le spectateur. Nous comprenons autant la volonté des personnages de survivre que celle de la sorcière de se venger et de protéger ses camarades. Enfin bref, je commence à me répéter, donc je vais conclure en vous conseillant de regarder ce film, qui vaut le coup aussi bien pour ses scènes horrifiques convaincantes que pour son antagoniste réussi et effrayante. Le résultat n'en fait pas le film le plus terrifiant de tous les temps, certes, mais il reste bien efficace et ingénieux. Puis si jamais vous aimez voir des gens vomir des scolopendres, foncez et suivez le travail des Exmo Brothers de près, et si vous le faites, j'aurai au moins atteint l'un de mes objectifs. Et c'est donc déjà la fin de cette critique glauque. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.